Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Patrick Plaisance, qui est responsable de l'unité SMUR au CHU Lariboisière à Paris, également professeur en médecine d'urgence et en anesthésie-réanimation, ainsi que membre notamment du Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire. Donc le professeur Plaisance va vous faire son intervention et à 10 minutes de la fin, je prendrai les petites questions que vous aurez, les interrogations, les interventions. Vous n'aurez qu'à lever la main, me faire un petit signe et nous viendrons à vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et puis je reviens vers vous donc pour le volet pratique. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonne année, j'ai plus le droit. Tant pis pour vous. Bienvenue. Alors effectivement, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de démarrer en tout cas des choses sur les recommandations, les dernières recommandations sur l'arrêt cardiaque. C'est que les recommandations internationales sont arrivées l'année dernière, en octobre dernier. Et il y a, on va dire, un certain nombre de points qui nous paraissaient être importants, notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, à savoir le massage cardiaque externe, mais également d'autres éléments, comme ce que vous verrez demain et après-demain. Donc revenez sur la ventilation, sur la défibrillation, ce qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc on se contente simplement aujourd'hui du massage cardiaque. Alors, tout d'abord, bon, j'ai des liens d'intérêt avec un certain nombre de structures avec lesquelles nous travaillons, dans les points qui sont les points les plus importants et les plus prégnants. Je ne sais pas si on a un petit propre ou non. On n'a pas, c'est pas grave. Je vais faire. On a dans le monde toujours autant de patients qui sont victimes d'arrêt cardiaque. Vous voyez, on est à 135 millions dans le monde, on est à peu près à 50 000 en France. On a une augmentation de la prévalence d'origine coronaire par rapport à avant. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe entre l'extra et l'intra-hospitalier, vous voyez, la prévalence est à peu près identique, c'est du 50-50. Et le pronostic, malheureusement, est toujours aussi sombre. On a moins de 10% de survie globalement. Si on prend toutes les études sur le plan international, ça correspond à peu près à ça. Mais avec des points que les recommandations pointent, si je puis dire, à savoir, l'importance de l'hémodynamique. On va voir que l'hémodynamique, finalement, c'est quoi? C'est du massage cardiaque externe. La limitation des interruptions de ce massage cardiaque externe, de ces compressions thoraciques, comme on dit maintenant. Ça, c'est aussi un élément important. L'importance de la défibrillation précoce, ça, vous verrez ça, je crois que c'est demain. Et puis, on sait qu'on récupère le cœur, mais alors la récupération cérébrale, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, tout ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir avoir un cerveau qui va bien après, avec des éléments cognitifs qui vont à peu près bien et si possible aussi bien qu'avant, l'arrêt cardiaque, eh bien, sont aussi des éléments à pointer. Alors, dans les nouvelles recos, il y a un truc qui est intéressant. Vous connaissez la courbe du bas, qui est ce qui est en extra-hospitalier, à savoir la chaîne de survie. Pour la chaîne de survie en extra-hospitalier, elle est simple, hein, c'est je reconnais l'arrêt cardiaque, je vais activer un numéro qui, pour nous, est par exemple le 15 en France, je vais ensuite démarrer des manœuvres de réanimation, je vais le plus rapidement possible défibriller, on va avoir des secours, prends secours, puis des secours médicalisés qui vont pouvoir continuer la réanimation. Et si on a le succès de cette réanimation, on a ensuite le post-récupération, à savoir tout ce qui se passe après l'hôpital, transport à l'hôpital, si c'est du pré-hospitalier, etc. En intra-hospitalier, finalement, on a globalement la même chose. Et les 4 derniers maillons sont globalement les mêmes. Par contre, le premier est différent, puisqu'il est pointé, et c'est nouveau, le fait qu'on doit travailler aussi sur qu'est-ce qui se passe un tout petit peu avant, quels sont les signes, notamment quand on est dans un étage d'hospitalisation, de médecine ou de chirurgie, quels sont les signes qui vont faire en sorte que je vais avoir des éléments d'alarme avant que le patient soit en arrêt cardiaque. En gros, il a une grosse dyspnée, il faut que j'appelle. Il a un gros état de choc, il faut que j'appelle. Quels sont les signes, etc. Et ça, c'est la surveillance et la prévention de
l'arrêt cardiaque. Donc tout ce qui peut être en amont, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc avant, finalement, on avait simplement la réanimation cardio-pulmonaire. On a enchaîné ensuite en 2010 sur qu'est-ce qui se passe après. Et on enchaîne maintenant en intra-hospitalier sur qu'est-ce qui se passe avant. C'est sûr qu'en extra-hospitalier, c'est difficile, mais en intra-hospitalier, on a quand même des éléments de surveillance avec les soignants. Alors, voilà pourquoi maintenant, en intra-hospitalier, pardon pour l'anglais, mais ce n'est pas très grave, on a des équipes qui sont des équipes qui doivent être spécialisées de réanimation, d'urgence, d'anesthésie-réanimation, peu importe, en fonction des hôpitaux. Et ces équipes, généralement avec un médecin, un infirmier ou deux, c'est des équipes qui vont être appelées avec normalement un numéro unique dans l'hôpital pour aller dans les étages, faire ce qu'il faut pour récupérer le patient. Un deuxième élément, alors on dit oui, bien sûr, il faut faire de la réanimation cardio-pulmonaire. Mais vous voyez, même en anglais, c'est facile à comprendre, high quality. Performance maintenant indispensable, réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité, qu'on soit en extra ou intra-hospitalier, c'est fondamental. Alors, quels sont les éléments du diagnostic d'arrêt cardiaque? Bien souvent, on nous pose la question, forcément, on répond extrêmement facilement, oui, à partir du moment où il ne répond pas à une stimulation, ou il ne respire pas, il est en arrêt cardiaque. Deux éléments sont importants. Le premier que vous connaissez déjà, à savoir, oui, mais s'il respire très anormalement, c'est ce qu'on a traduit de l'anglais en français, en anglais c'est le gasp, c'est-à-dire ce réflexe respiratoire qui est absolument pas efficace, c'est quelque chose d'agonique qu'on a à moins de 5 par minute, ça c'est déjà l'équivalent d'un arrêt respiratoire. Donc attention aux patients qui gaspent, mais ça vous savez ça. L'élément nouveau, ce sont les convulsions. Et dans les recommandations maintenant, on dit attention aux convulsions, et les patients qui convulsent peuvent, dans un certain nombre de cas, être des patients qui sont déjà dans le début d'un arrêt cardiaque. Donc attention à ces patients qui convulsent. On a toujours, bien sûr, est-ce que je prends le pouls? Forcément, il est central, carotidien-fémoral, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Et si on le prend, ça ne change pas, c'est en moins de 10 secondes. Donc ça veut dire que globalement, ce n'est pas très facile dans la vie de tous les jours, en pratique, qu'on soit extrêmement professionnel ou pas. Les études ont montré que finalement, on était tous égaux devant je prends le pouls, et je l'ai pas, je le sens pas. Donc voilà pourquoi ce n'est pas obligatoire. Pour nous, on peut le faire, on est professionnel. Quand on n'est pas professionnel, vous nous dire non. On perd du temps. Alors, un petit truc nouveau qui est intéressant aussi dans les nouvelles recommandations internationales, c'est, vous savez, une étude qui a été faite et qui est une étude dans un grand journal, puisque c'est le New England Journal of Medicine, mais c'est 2015, vous voyez, c'est très très frais, et qui s'intéresse à la régulation. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la régulation? En gros, au niveau de la régulation, on fait quoi? On fait de l'aide téléphonique à la réanimation cardio-pulmonaire quand on a un témoin et on pense que, d'après ce qu'il nous dit, le patient est en arrêt cardiaque. Mais là, l'élément nouveau, c'est, bon, à part le fait que maintenant tout le monde a un smartphone, le fait d'aller à la cabine, ça compte plus, on prend son smartphone, on appelle, on met sur haut-parleur, on met le téléphone à côté de soi, et donc on a à ce moment-là les indications très simples avec les deux mains qui sont tout à fait libres. Ça, c'est nouveau. Mais surtout, l'élément nouveau, c'est le petit gars qui court à côté. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé deux types de groupes, si je puis dire, d'études. Le premier, c'est comme d'habitude, car le témoin appelle, on fait les manœuvres de réanimation, on calcule les temps, etc., les délais, le pourcentage de massage cardiaque externe qui est fait. Et puis un autre groupe, justement nouveau, où ils ont pris, vous, qui êtes sûrement tous professionnels, qui appellent leur régulation, quel que soit l'endroit où ils habitent en France, et ils font, moi je suis professionnel, et je veux bien me donner mon numéro de téléphone portable, le GPS est on, si jamais à un moment donné vous avez un arrêt cardiaque et que je ne suis pas loin, si je suis appelé, j'y vais. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont comparé alors ces deux groupes. Le groupe contrôle, où il n'y a pas la personne qui a donné son numéro de téléphone la semaine dernière, il y a 2 jours ou il y a 3 mois, et puis le groupe là, où justement, ils ont pu appeler, ils ont vu alors, en appuyant sur un simple bouton, ils ont eu des réponses, puisqu'il y a des gens qui ont eu l'appel
sur leur portable avec un petit SMS qui fait rendez-vous à tel endroit parce qu'il y a un arrêt cardiaque. Et ils ont regardé un petit peu la différence. Et ils voient dans cette étude que concernant les patients en termes de pourcentage de patients qui ont eu une réanimation cardio-pulmonaire précoce, eh bien, vous voyez que c'est ça 61% versus 47% ou 48% seulement quand il n'y a pas ce système. Alors, d'autres éléments aussi, qui est important et qui ne changent finalement pas grand-chose, à savoir que même quand on inclut l'impulsion du régulateur au niveau du premier témoin qui ne sait pas faire, et à qui on dit masser, masser de telle façon, à tel endroit, etc., donc l'aide au massage cardiaque externe. Quand on compare ça à la personne en plus qui vient, eh bien c'est toujours pareil, 64% d'intervention versus 54% seulement. Donc ça veut dire que ce système-là est un système extrêmement intéressant, très simple, et qui montre que peut-être on devrait commencer à travailler sur ce genre de choses en France. Alors après, le deuxième élément que vous connaissez, c'est est-ce qu'il faut masser tout le monde, est-ce qu'on se trompe ou on ne se trompe pas quand on est régulateur au SAMU. On peut se tromper, mais si on se trompe à savoir, on dit de masser quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque finalement. Est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce que c'est grave? Eh bien, dans cette étude, la réponse est non. Elle est de 2010, également dans un grand journal, et elle dit non. Sur les patients, les 247, qui n'étaient pas finalement en arrêt cardiaque, alors qu'on avait dit commencer à masser, etc. Eh bien, le gros pourcentage, c'est 12%, hein, comme gros pourcentage, c'est un petit peu d'inconfort. C'est vrai que globalement, peut-être un petit peu mal au sternum, vous voyez, quand on se réveille, c'est tout. Par contre, les lésions internes, il n'y en a pas. Les fractures, c'est uniquement 2%, les fractures de côte, et vous savez très bien que même dans le contexte où on masse quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, on a un pourcentage de cas qui est identique, où on a des fractures de côte. Donc, ce n'est pas un problème de masser quelqu'un qui n'est pas finalement en arrêt cardiaque alors qu'on pense qu'il l'est. Ça, c'est un message fort également. Alors, les compressions thoraciques, puisque c'est plutôt l'élément du jour, les compressions thoraciques. Les compressions thoraciques, un premier élément qui est important et que j'aime bien, j'aurais voulu savoir déjà dans l'assistance levez la main, n'ayez pas honte, les médecins qui sont dans la salle. Alors, il faut lever fort et haut. J'en ai un à ma gauche à 11 heures qui n'a pas levé la main. Pourtant, c'est un spécialiste mondial de l'arrêt cardiaque. Pas beaucoup. Donc les autres, c'est plutôt paramédical ou génial. Là, cette étude est une étude intéressante qui dit quoi? Qui dit que tout ce que vous avez à droite de cette ligne de neutralité est bénéfique pour le patient. Tout ce que vous avez à gauche de cette ligne est délétère pour le patient et tout ce qui touche cette ligne, on ne sait pas. Alors, si on reprend, compte globalement, on a un patient qui est pas trop âgé, moins de 75 ans, le pronostic est peut-être meilleur. Quand on a quelqu'un qui est témoin d'un arrêt cardiaque, on a un T0 déjà, on a un temps de départ, il appelle vite. Là, on a également une amélioration de la survie. Quand cette personne masse, en plus d'avoir appelé, parce que bien souvent on masse pas, eh bien c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Si on défibrille très précocement, en moins de 8 minutes, premier choc, c'est aussi quelque chose qui est mieux que la défibrillation tardive. Si le docteur arrive, ça touche la vie. Donc ça veut dire que le docteur, il arrive avec je vais intuber, pousse-toi, je vais monter un cathé central, une artère, allez on y va. Eh bien si tout ce qui a été fait avant n'a pas été fait correctement, ça compte juste moyen. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand on parle de massage cardiaque externe, de compression thoracique, le docteur se marre en disant tout le monde sait faire. On va le voir tout à l'heure. Par contre, l'élément fondamental, ce n'est pas le médicament forcément, ce n'est pas l'intubation tout de suite, etc. C'est ce qui va faire circuler le sang très précocement, les compressions thoraciques, le massage cardiaque externe. Alors, est-ce que finalement, nous tous, là, on peut être optimal par rapport à ce massage cardiaque?
Parce que globalement, on fait tout ça, on masse avec les mains. Par rapport à une machine, là, c'est l'autopulse, c'est une étude qui est une étude, vous voyez, de l'année dernière de Larsvik, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'arrêt cardiaque, qui a comparé deux groupes. Un groupe où, en préhospitalier, ils massent comme d'habitude, c'est-à-dire un groupe de secouristes, on va dire, versus la machine. On pense quand même que si elle est bien posée, globalement, on appuie sur on et ça roule, quoi. Donc la qualité de massage est toujours la même. Versus le manuel où on peut se fatiguer, on peut faire moins bien, etc. Sauf que là, il a entraîné ses équipes pire que chez les militaires. Un truc qu'on fait jamais, nous. Pour qu'ils soient vraiment super au point en termes de qualité de massage cardiaque externe. Ce qu'on ne fera, nous, encore une fois, jamais. Et que eux ont fait peut-être juste pour l'étude. Et il montre dans cette étude que globalement, la survie dans les deux groupes est la même, mais au prix d'un effort monstrueux. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est vrai que la différence entre l'homme et la machine, il y a quelques éléments. Un, il y a une variabilité interindividuelle, on l'a tous vu. Hein. Le gars, il est en train de masser, il finit ses 2 minutes, bon, un peu fatigué, hop, il y a un relais qui se fait tout de suite, et on sent que sur un certain nombre de critères qu'on verra tout à l'heure, le massage cardiaque est un peu moins bien, alors que l'autre vient de démarrer. Peut-être qu'il est un petit peu jeune, il ne connaît pas bien. On sait ça, qu'il y a une variabilité inter-individuelle. Il y a une variabilité intra-individuelle. C'est vrai qu'au début des 2 minutes, on fait mieux qu'à la fin des 2 minutes, on est plus fatigué, même si on ne sent pas qu'on est plus fatigué. La fatigue et les interruptions de massage cardiaque externe, de compression thoracique, pendant la réanimation cardio-pulmonaire. Pousse-toi, je vais défibriller, ça prend un certain temps. Pousse-toi ou arrête, je vais intuber, je ne vois pas la glotte. J'ai l'impression que c'est un autre rythme que le rythme d'arrêt cardiaque entre assez plat, asystolie. Est-ce que c'est une activité électrique sans pouls? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a une hypotension sévère avec un rythme? On ne sait pas, donc on arrête pour voir longtemps. J'ai des vidéos là-dessus. Ces éléments-là sont les éléments qui vont faire en sorte que peut-être que la machine c'est mieux, mais peut-être que l'homme s'il s'entraîne peut faire bien. Les objectifs, c'est quoi? C'est de se rapprocher de l'idéal, pour nous, sans machine. De coller aux recommandations internationales qu'on va voir, d'optimiser bien sûr chaque geste, et puis d'utiliser les meilleurs outils de réanimation cardio-pulmonaire, parce qu'on va voir que si maintenant, en 2016, on n'utilise pas d'outils, c'est pas la peine de démarrer. Les facteurs prépondérants, si on prend juste les compressions thoraciques pour aujourd'hui, c'est ça. C'est la fréquence des compressions, c'est important. Il faut les optimiser, il faut l'optimiser. 2, la dépression sternale, la force de compression, c'est important. 3, il faut également relâcher le thorax pour qu'il revienne à sa position de repos, on y reviendra. Le temps de compression en rapport au temps de décompression, il doit être égal à 1, ce qu'on appelle le duty cycle en anglais. On masse comme un piston normalement. Les interruptions de massage cardiaque externe, on a vu qu'elles devraient être proches du 0, ce qui n'est pas le cas, mais on verra qu'il y a un élément optimal. Alors, prenons chacun 2. La fréquence des compressions. Fréquence des compressions, on sait que quand on est à une fréquence plutôt faible, inférieure à 100, quand un masseur masse à moins de 100, on sait que son rapport compression-décompression, au lieu d'être optimalement à 1, va diminuer. On est à 1 sur 2, 1 sur 3. Et enfin, on masque. Hop, hop, hop. On ne peut pas comprimer complètement et fortement le sternum. On diminue ainsi, malheureusement, le retour à la circulation spontanée, si on masse lentement. Et par exemple, une étude en 2005 a montré qu'on passait quand même de 42% à 72% si on faisait bien, et inversement si on ne fait pas bien. On diminue par 2 la survie. Ça, c'est dû à quoi quand on masse pas forcément vite? Soit parce qu'on n'est pas très entraîné à ça, soit parce qu'on est fatigué. Soit on masse très vite, et c'est la majorité des cas, on masse plus vite que la norme, à plus de 120. À ce moment-là, le temps de diastole, la diastole étant, comme vous le savez, la relaxation du cœur, le remplissage du cœur. Si on masse très vite, le cœur, il n'a pas le temps de se remplir. S'il ne se remplit pas, il éjecte que ce qu'il a reçu, et s'il a peu reçu, il éjecte peu. S'il reçoit bien,
beaucoup, il va éjecter beaucoup. Donc, plus on masse vite, moins il se remplit, donc moins il éjecte beaucoup. Donc, c'est moins bien pour l'oxygénation des différents organes, et notamment le cœur et le cerveau. Généralement, c'est sûr que si on masse très vite, on ne tient pas les 2 minutes et on est très fatigué. On va diminuer aussi la force de compression parce que comprimer fort en même temps qu'on comprime vite, c'est juste impossible. Donc, vous voyez que chacun des paramètres peut être éventuellement en lien négatif ou positif avec les autres. Prenons maintenant la force de compression sternale, de dépression sternale comme on dit. Soit on a un petit peu limite, c'est trop faible. Si c'est trop faible, on a une diminution alors du volume éjecté, ce qu'on appelle le VES, c'est le volume d'éjection systolique, le volume d'éjection quand on comprime le cœur. C'est clair qu'on a vu, il faut comprimer pour avoir une éjection la plus forte possible pour éjecter le sang oxygéné. Si on comprime trop faiblement, par définition, l'éjection sera beaucoup plus faible et donc ça va être moins bien. Et en termes de survie, c'est moins bien. Une étude a montré également, très belle étude, qu'on diminuait de 30% la survie si on massait pas avec une forte compression. Ça, généralement, c'est quoi? On est mal positionné. En extra-hospitalier, ça va à peu près bien. Souvent, le patient est par terre. En intra-hospitalier, c'est plus compliqué. Sur un brancard, c'est plus compliqué. Un patient est sur un brancard. Et généralement, on se met, vous savez ça, c'est classique, sur la pointe des pieds. Parce qu'on se sent mieux sur la pointe des pieds. Et même sur la pointe des pieds, on n'a pas forcément ce qu'il faut, à savoir, on est peut-être un petit peu loin du patient. Si on est loin du patient, on n'est pas perpendiculaire à l'aplomb du patient. Et si on n'est pas à l'aplomb du patient, on ne peut pas comprimer fort. Deuxièmement, quand on est fatigué, forcément, on comprime moins fort. Et troisièmement, on a des patients qui ont un thorax un peu fort, des gens qui sont peut-être un petit peu corpulents, avec une forte adiposité. Ces patients-là, on a du mal à comprimer le sternum, et donc par définition, on a du mal à éjecter proprement le sang. Bon, il y a une autre façon aussi de faire, c'est comprimer trop fort. Parce que jusqu'à maintenant, on disait, comprime le plus fort possible. Sauf que la petite mamie frêle de 45 kg, peut-être c'est mieux de ne pas atteindre la colonne vertébrale, vous voyez. On a donc des complications mécaniques, des fractures de côte, des contusions pulmonaires, etc. Il faut faire attention donc à ne pas comprimer trop fort. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes études, là c'est 2, mais il y en a plein d'autres, qui essayent de trouver des rapports. Là, c'est le rapport entre la corrélation entre le rythme des compressions et puis la survie. On s'aperçoit là, vous voyez, que la meilleure survie, ce qui est en gris ici, c'est entre 80 et 100. Okay? Mais quand on regarde ici, la profondeur et le rythme des compressions, la fréquence, on voit là que s'ils vont être profonds, maintenant on est entre 5 et 6 et puis entre 4 et 5, là, on est plutôt entre 80 et 120. Donc voilà pourquoi, au fil du temps et grâce à ces études, on est sur ce qu'on va voir juste après, à savoir du 100 à 120 par minute. Parlons de la décompression, on n'en parle pas beaucoup de la décompression. On parle de la compression, il faut qu'elle soit forte. La décompression, relâche quoi. Non, il faut relâcher d'une certaine façon. Ça, c'est juste pour vous montrer aussi, pardon, c'est encore des schémas, mais je pense qu'ils sont assez explicites. Ici, vous avez la pression à l'intérieur du thorax. Vous voyez d'accord que quand on comprime le thorax, on augmente la pression. Quand on décomprime, on la diminue la pression. Et normalement, là, vous êtes en train de respirer, vous respirez et vous avez une légère négativation de votre pression intrathoracique pour permettre à l'air d'entrer. Cette légère négativation, vous voyez, c'est du -1, -5. Ça, c'est de la négativation à partir du moment où on permet au thorax de revenir à sa position de repos, de par son élasticité. Ici, c'est la pression de perfusion coronaire, au milieu, là. J'ai du mal avec la souris. Là, ici. Et ici, c'est la pression artérielle générée, on va dire. Si on fait bien, c'est-à-dire que si on décomprime bien, si on décolle bien la main, on s'aperçoit ici qu'on est à 100% de pression de perfusion coronaire. C'est génial. Et que là, on génère une certaine pression aortique, une pression artérielle. Si par contre, vous voyez, on décomprime moins, donc on négative moins la pression intrathoracique, d'accord, on décomprime moins, là, on réduit la pression de perfusion coronaire, on réduit la pression artérielle générée. Et si on revient à la case je décomprime bien, ça va un petit peu mieux, et notamment au niveau de la pression artérielle générée.
Donc ça veut dire que si on ne décomprime pas bien, on réduit un certain nombre de choses, notamment la pression de perfusion coronaire qui est fondamentale. Et généralement, quand on ne décomprime pas bien, c'est que soit on n'est pas bien placé, même sur la pointe des pieds, on ne peut pas bien décomprimer. D'autre part, on est souvent affalé sur le thorax du patient, donc on comprime, et puis on a du mal à décomprimer, l'axe étant, comme vous le savez, au niveau de la hanche. Voilà pourquoi il est dit que normalement, il faut décoller à la fin de la décompression, il faut décoller légèrement le talon de la main pour faire en sorte que l'élasticité du thorax fasse en sorte qu'il s'expande bien et que, même un petit peu, il génère une légère dépression thoracique. Le temps de compression sur le temps de décompression, normalement, devrait être égal à 1. C'est 1 et 2 et 3 et 4. Comme vous le savez, c'est pour ça aussi qu'on compte. C'est pas 1 et, 2 et, 3 et. Si c'est trop faible, c'est-à-dire c'est le 1 et, 2 et, 3 et. Eh bien là, généralement, eh bien, ça aboutit à une diminution du volume de sang qui est éjecté dans les différents organes, notamment le cerveau. Ça, généralement, c'est que le sujet n'est pas très entraîné, il n'est pas bien positionné, ou alors que sa fréquence, comme on l'a vu au départ, de compression est trop faible. Et quand on masse pas assez vite, on a du mal à comprimer fort et à garder cette compression et relâcher. Si on va un peu plus vite, là, on arrive à un temps de compression égal au temps de décompression. Trop grand, c'est strictement impossible, c'est-à-dire que comprimer plus qu'on décomprime dans le temps, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, on oublie. Dernier élément qui est l'élément fondamental correspondant à la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire. C'est le pourcentage de compression thoracique, CT. C'est fondamental. Et normalement, il doit être idéalement au-delà de 80%. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire top, on démarre la réanimation cardio-pulmonaire, le pourcentage de temps que vous passez à masser par rapport à tout ce que vous faites autre, pendant lesquels on ne masse pas, attention, je vais défibriller, attention, le docteur va intuber, etc. Eh bien, si on prend ce pourcentage-là de temps de massage cardiaque par rapport au temps total de réanimation, le temps de massage, le taux de massage doit être au moins de 80% idéalement, les recommandations disent 60%. Et on voit d'ailleurs que quand justement ce pourcentage-là de compression thoracique est au-delà, ça c'est 80%, au-delà de 80%, vous voyez, la survie, c'est ça la survie est idéale. Donc voilà pourquoi il faut tendre à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence le massage cardiaque externe, il est interdit d'arrêter de masser. Et quand on fait les interruptions de massage, ne serait-ce qu'en relais, ce qu'on verra un peu tout à l'heure, eh bien, il faut vraiment faire en sorte que ça se passe très vite. Alors, les nouvelles recos, eh ben, elles disent que vous connaissez un peu, parce que la France était un petit peu en avance par rapport à ça, l'international pas forcément. On est à 100 à 120 par minute, entre 100 et 120. La force de compression, maintenant vous savez que c'est 5 à 6 cm, ça n'a pas bougé. Donc on masse fort, mais pas trop, 5 à 6. Chez le petit, c'est le tiers du diamètre antéro-postérieur chez l'enfant. Donc on déprime au tiers. La décompression, elle est complète, vous voyez, on relâche ici le talon de la main, il faut qu'il se surélève un peu du thorax. Le temps de compression est égal au temps de décompression, la rotation c'est toutes les 2 minutes, et il faut minimiser les interruptions, vous voyez, 60% et idéalement 80%. Alors, comment on sait si on fait bien? Alors moi, c'est vrai que j'adore ça, puisque je travaille beaucoup, comme d'autres, sur l'arrêt cardiaque. On fait des études et tout. Mais même moi, qui ai un peu le compas dans l'œil, le dessin, j'aime bien. 5 à 6 cm, j'ai un petit peu de mal. Profond, je vois bien, mais 5 à 6. Depuis 2010, vous faites du 5 à 6. Comment vous le faites, le 5 à 6? Genre à la louche, quoi, ouais, je vois bien que c'est 5 à 6. Et pourtant, je viens de vous montrer que 5 et moins, c'est pas bon, plus de 6, c'est pas bon. La fréquence, on fait oui, mais staying alive. Je sais chanter,
Je suis des Antilles, j'ai un petit peu le rythme qui va bien dans la peau. Mais le staying alive, en même temps que je fais 1 et 2 et, j'ai un petit peu de mal. Comment on fait le 100 à 120? Comment vous faites le 100 à 120? Peut-être un petit chrono quelque part. Maintenant, sur les smartphones, on a ça. Les défibrillateurs, ils ont ça. C'est vachement bien. Donc, on peut déjà faire un peu la fréquence. Mais la fréquence par rapport à la compression, voire la décompression, je ne sais pas comment on peut faire si on n'a pas ce qu'il faut. Alors, comment savoir si on fait bien? Il y a le patient, le masseur et l'équipe. Le patient, c'est, en gros, l'hémodynamique, c'est il faut masser pour faire en sorte que, eh bien, on puisse créer une bonne éjection, une bonne oxygénation au niveau des organes vitaux. Le TCO2, vous savez, la fraction expirée en CO2 qu'on peut avoir sur un petit monitorage, très, très simple, c'est un élément important. Et c'est un élément qui permet puisqu'il est corrélé au débit cardiaque, à la pression de perfusion coronaire, de mesurer la qualité des compressions thoraciques. C'est un autre élément aussi qui est très important, notamment dans le médicalisé, qui dit que, c'est vraiment les recommandations, c'est pour ça que je les ai laissées en anglais, c'est qu'à partir du moment où le chiffre de TCO2, qui est très faible, parce que quand il n'y a pas de débit, quand le patient est mort, c'est proche de zéro, eh bien, quand on n'arrive pas à monter au-delà de 10 mm de mercure, après 20 minutes de réanimation cardio-pulmonaire, peut-être que là, on peut décider d'arrêter les manœuvres de réanimation. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des éléments qui vous permettent de dire, au bout de 20 minutes, là, on va arrêter les frais parce que peut-être c'est pas très utile. Donc le TCO2, c'est un élément fondamental. Le masseur, celui qui masse, le secouriste, là, comment on le monitore? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a un truc qui est sur n'importe quel smartphone, ça s'appelle Pocket CPR, c'est gratos, et c'est un truc qu'on peut tenir à la main, là. Et c'est un truc qui fait ça. Vous le tenez à la main, vous voyez, ici, là, ou vous le mettez sur le sternum du patient, et il vous dit des trucs. Il vous dit là c'est rouge, attention c'est pas bon, là c'est vert, c'est bon au niveau de la compression. Le rythme, attention c'est un petit peu lent, attention c'est normal, attention c'est trop rapide. Je vous ai pas mis le son, mais il y a le son aussi. Donc ça c'est un truc, c'est pour rire. Ouais, sauf que nous on est un peu bête quand on est docteur, on aime bien faire les études, même de trucs débiles. Eh bien ce truc débile, il dit quoi? Il dit que quand on fait rien, on masse comme d'hab. Par rapport à j'ai un petit smartphone avec le truc à l'intérieur. Ça, c'est je fais à droite normal. Ça, c'est je fais avec le petit smartphone. Quand je regarde la dépression qui doit être entre 5 et 6 cm, eh bien, on voit là que là, on n'y arrive pas, que là, on y arrive. Quand on regarde le rythme, là, on est plutôt limite sup, là, on est systématiquement bien. Et je vous ai dit, et on le verra sûrement, qu'on masse bien souvent beaucoup plus vite que ça encore. Voilà pourquoi on se fatigue, même sans le savoir. Donc, des petites choses comme ça, qu'on appelle donc des accéléromètres, peuvent être aidants. Et bon, ça c'est juste pas pour rire, puisque c'est quelque chose qui marche. Mais nous, forcément, on est professionnels, il nous faut du sophistiqué, des trucs qui s'allument, voilà, un moniteur. Dans les moniteurs, il y a des choses maintenant. Et les choses, on doit les avoir. On doit les avoir. Donc, parmi vous, il y a forcément des gens qui font formateurs, secourisme, etc. Des gens qui sont peut-être dans l'intra-hospitalier, qui sont peut-être chargés de faire au niveau de la formation interne de l'hôpital, la formation par la formation continue du personnel. Eh bien, si on n'a pas ces appareils-là dans les étages, en termes de défibrillateurs avec du monitorage, eh bien, oubliez la qualité de réanimation cardio-pulmonaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les recommandations internationales. On dit même que, avant on disait, oui, mais fais quelque chose, masse, quoi, c'est mieux que de rien faire. Là, on dit, si tu masses pas bien, c'est même pas la peine de démarrer. Pour nous, pas pour le non-professionnel qui va faire ce qu'il va pouvoir. Mais nous, c'est interdit. On a évolué dans l'échelon de qualité. QS, la première diapo que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est une étude
arrêt cardiaque, extra-hospitalier, on regarde un petit peu ce que ça donne, on regarde la survie à la sortie de l'hôpital, avec tout super monitoré. Et notamment du monitorage ici sur un écran, un peu comme celui-là, là, ou d'autres, hop, pardon. Et ça, quand on met en gros plan, c'est du dynamique, bien sûr, comme on l'a vu un peu sur le smartphone, et où là, on a l'amplitude. Quand c'est 4,2, ben, c'est pas 5, donc il vous la met en rouge, toc, rien que pour vous énerver, et en plus, il vous dit, là, faudrait peut-être masser plus fort, vieux. Là, c'est bien. Si on n'est pas entre 100 et 120, il va vous le dire, le mettre en rouge et dire, massez plus vite. Ou c'est trop, on masse trop vite. Là, cet élément-là, c'est le relâchement, c'est la décompression. La décompression, on ne la monitore pas d'habitude. Maintenant, de plus en plus, nos collègues et amis constructeurs, eh ben, ils font les efforts parce que c'est obligatoire maintenant. Eh ben, dans l'obligation, il faut qu'on ait des éléments qui fassent en sorte que quand on décomprime, on relâche complètement là. Là, c'est pas relâché complètement. Là, c'est relâché complètement parce que l'histogramme se remplit, bien sûr, c'est du dynamique, tout ça. Hein. Et ici, c'est la qualité globale de la réanimation cardio-pulmonaire. Le losange se remplit ou se remplit pas. S'il n'est pas bien rempli, la qualité n'est pas bonne. S'il est bien rempli, la qualité est bonne. Ils font tout ça avec son monitorage, ils font leur expérience, et ils font qu'est-ce que ça donne avant que j'ai l'appareil, entraînement rapide, après que j'ai l'appareil. Eh bien, on voit qu'au niveau de profondeur, c'est pareil. Avant, on n'est pas à 5, après, on est entre 5 et 6. Avant, comme je vous le disais, on masse trop vite. Après, on masse dans la normalité du 100 à 120. La fraction, elle est avant pas mal, 66%, pas mal. On a dit que, bon, 60% c'est le minimum, 80% c'est l'idéal. Là, on est dans l'idéal, là, on est dans le ouais, c'est le minimum toléré. La ventilation, on n'en parle pas aujourd'hui. Ce sont les amis de demain et après-demain surtout qui vous en parlent. Et on récupère des petits trucs comme ça. Juste après, avec une petite clé USB, hop, on regarde des petits trucs comme ça, on les récupère. Et on fait, bon là on a choqué, d'accord, mais surtout, là normalement c'est entre 4 et 5. Eh bien, sur tout ce qu'on a fait là, sur la réanimation cardio-pulmonaire, eh bien on n'atteint pas le 5 puisqu'on n'est pas dans la zone bleue. Ici, là, c'est entre 100 et 120. On dirait qu'il a été fait exprès de ne pas être dans le 100 à 120. Ça, c'est une sorte de challenge. Ah ouais, j'ai pas envie d'y aller. Donc, on n'est pas entre le 100 et le 120. Quand on fait bien, on fait ça. Là, on est au-delà des 5 cm au moins. Vous voyez, ça touche la zone bleue dans la plupart des cas. Ici, on est vraiment, dans la plupart des cas, entre 100 et 120. C'est bien. Et vous voyez que la qualité globale des compressions, vous l'avez, 66%. Alors on fait, bon d'accord, oui, c'est mieux en termes de compression, mais ce qui nous intéresse souvent, bien sûr, c'est la survie. Est-ce que ça sert à la survie? Eh bien, ça sert à la survie, parce que quand on regarde pour un type de patient en arrêt cardiaque, devant témoin, il a la fibrillation ventriculaire, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est le pronostic le meilleur, eh bien, avant, on est plutôt à 26% de survie, après, on est à 55% de survie dans cette étude. Et on n'a changé que ça, la qualité du massage cardiaque externe. Un autre truc sur les étudiants, 200 étudiants, on regarde ce que ça donne, on les fait travailler sur mannequin. Bon, la fréquence, est-ce qu'elle est correcte? Non. Quand on n'a pas le mannequin, c'est 19%. Quand on a ce qu'il faut, l'accéléromètre, on est à 93%, bonne fréquence. Pareil pour la profondeur, 34% seulement quand on n'a pas, 71% quand on a. On fait un truc une semaine après, là on reste performant, là on reste pas bon. Donc on garde cette performance à partir du moment où on a ces éléments d'appareil. Mais par contre, il y a des choses qu'on n'a pas. Et les choses qu'on n'a pas, par exemple, c'est est-ce qu'on est bien placé? Est-ce que les épaules sont bien à l'aplomb du sternum? Ça, la machine ne va pas nous le dire. Le point de compression, est-ce qu'on est bien au milieu du sternum, du thorax ou pas? La machine ne va pas nous le dire. Les talons l'un au-dessus de l'autre pour avoir une bonne force. Les bras bien tendus qui ne plient pas lors de la compression. La machine ne va pas nous le dire. Donc là, il faut une supervision humaine, un team leader. Et ça, nous, cette partie-là, c'est justement le monitorage de l'équipe avec un team leader, un chef d'agrès pour les bons secours, un médecin quand il arrive. Voilà, il faut un team leader pour ça, c'est important.
Et il va forcément aider aussi au contrôle des paramètres de monitorage, comme on l'a vu à partir du moment où on a l'appareil. En conclusion, le monitorage de la qualité du massage cardiaque externe, il est fondamental. Et c'est, si vous regardez un petit peu, si vous avez écouté un petit peu ce qu'on a commencé à dire sur les nouvelles recommandations internationales, à la fois sur le basique, on est plutôt sur la réanimation de base, là, mais aussi sur la réanimation spécialisée. Bon, on va vous faire 1 heure sur les médicaments, mais à la fin, on va vous dire, on fait toujours l'adrénaline 1 milligramme toutes les 4 minutes. Il faut bien faire 1 heure, parce que sinon, on fait juste 2 minutes, quoi. Donc, voilà. On met les études, et tout, ça n'a pas beaucoup bougé. Les autres médicaments, ça n'a pas beaucoup bougé. La ventilation, on est en train d'en discuter. Ben là, vous verrez ça vendredi, je crois, ou samedi. Par contre, ça, c'est fondamental. La qualité des compressions thoraciques, c'est un élément fondamental. On peut l'améliorer à partir du moment où on a ces appareils, quel que soit le type d'appareil. Il faut vraiment maintenant se munir de ce type d'appareil. En plus, on a directement, tout de suite après, le feedback, la récupération des infos en termes de qualité. Donc pour l'entraînement, par exemple, c'est important. Et même dans la vraie vie, c'est facile, parce que ça reste dans la machine. Hein. Et par contre, pour tout ça, faut un minimum de formation. C'est vrai que venir voir un expert magnifique, un autre expert qui est là, qui est superbe et tout, assis sur sa chaise, c'est sympa, mais le mieux quand même, c'est de faire en pratique et de faire régulièrement. Et vous savez que faire régulièrement, c'est idéalement tous les 6 mois, si on peut, tous les ans. C'est le maximum d'intervalle pour garder justement la connaissance de ce qu'on a acquis. Et ce qui est dit maintenant, ça aussi c'est dans l'ERCO, c'est pas nous, c'est pas moi. If you don't measure it, you cannot improve it. Si vous mesurez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous améliorer. Voilà, je vous remercie. En attendant juste de passer à la deuxième partie, je vous montre juste des petits éléments de pratique de massage cardiaque externe qui sont pas simples. Ici, vous avez par exemple un premier cas. Ça, c'est des gens qui sont dans l'anesthésie, 3e semestre et tout. Vous voyez, la décompression, elle n'est pas terrible. On plie le coude et tout. Parce que c'est pas notre truc, quoi, c'est pas très grave. Sauf que là, bon, peut-être qu'on éjecte, mais on n'éjecte pas beaucoup. Ici, on est plutôt dans je suis un petit peu lent dans l'affaire, un peu affalé sur le patient, et donc je comprimerai pas bien. Et si je comprime pas bien, j'éjecte pas bien. Et si je ne décomprime pas bien en surélevant le talon de la main, eh bien, je vais pas faire en sorte que le cœur se remplisse. Et là, je suis dans le rouge. On est à peu près à 200 à l'heure. Donc peut-être que là, faut réduire un peu la vitesse. Vous voyez, on masse très vite. Donc ça veut dire que là, dans ce contexte où on n'est pas forcément sur des compressions thoraciques, mais où globalement on travaille sur l'arrêt cardiaque avec tout ce qu'on fait d'autre, se focaliser sur le massage cardiaque externe, c'est un élément fondamental. Encore une fois, on n'a pas l'élément qu'il faut pour monitorer, ça sera beaucoup moins bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie pratique. Vous avez besoin de combien de personnes, alors, du coup? Oh, on va partez pas. Donc on va s'amuser tranquillement. On a jusqu'à 45. Ouais, jusqu'à 45, donc on va faire passer plusieurs petites catégories de personnes qui le veulent bien. Alors, qui le veut bien? C'est ça la grande question. Ah oui. Ah si, quand même. Mais bien sûr, forcément. Alors venez nous rejoindre sur scène. Venez. Ah, super, ça y est. Il y a des vocations. N'hésitez pas. Si vous voulez bien voir également ceux qui sont dans le fond et qui sont assis, vous pouvez vous rapprocher pour voir plus spécifiquement ce qui se passe sur scène. Alors, ce qui est dommage, malheureusement, c'est qu'on n'a pas la possibilité de surélever un petit peu. Oui, ou de mettre l'écran un peu haut, l'écran du moniteur. Mais comme c'est un atelier, malheureusement ou heureusement, c'est un atelier où il y a beaucoup de monde. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher. Voilà. Là, voilà. Par où on commence? Alors, on va commencer tout simplement par comment on fait d'habitude. Comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on va masser. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Donc on va masser comme on masse d'habitude.
Donc, qui a envie de masser? Qui commence? Ouais, bah, Allez. allez-y, ouais, allez-y, 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 allez-y. Massez. Alors, vous faites comme d'habitude. D'abord, on va pas faire d'orlet, on va faire juste comme ça. Allez, on masse, on s'amuse, on masse. Ah non, sans bouche à bouche. Non, 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 sans bouche à bouche. Je sais qu'elle a l'air sexy, mais non, non, sans bouche à bouche. On masse. Alors, il y a un élément qui est intéressant aussi et qu'il faut peut-être que vous ayez, c'est des équivalents un peu chrono. Si vous n'avez pas de chrono aussi, c'est difficile de savoir 2 minutes, ou alors vous avez le DSA ou le DAE maintenant, et le DAE, il va vous donner toutes les affaires. Mais si on n'a pas ça, c'est important de savoir que on a 2 minutes. En plus, il faut la fréquence. La fréquence, on peut avoir l'appareil, mais si on n'a pas l'appareil, on peut avoir des éléments sur les smartphones qui nous permettent de savoir si la personne masse bien ou pas bien. Donc je vais vous dire dans quelques secondes. On s'arrête. Bien vu. Tac. Génial. Il était à combien de fréquences? À la louche comme ça. 140. 140. Rapide. D'autres 120. 120 plutôt pas mal. Donc 130. D'autres 120. 125. C'est au-dessus de 130 et en dessous de 135. Au-dessus de 132 et en dessous de 134. Donc trop rapide, on était à 133. Vous voyez, on masse toujours trop vite. Et là, on est plutôt dans un contexte détendu. D'accord? Voilà, c'est pas, voilà quoi, c'est du massage. Quand on est dans le contexte où on est en arrêt cardiaque vraiment, devant un arrêt cardiaque, là, on a un petit peu ladré, le stress, c'est comme la ventilation. Oui, la ventilation, il faut ventiler comme quand on respire. Ouais, le problème, c'est qu'on doit respirer à 100, globalement, quand on est sur un truc vachement stressant. Donc on fait beaucoup trop. Là, c'est pareil pour le massage cardiaque externe. Donc, la force, on va y revenir après, vous allez refaire un coup. Juste un petit coup. Juste 2 secondes. Juste 2 secondes. La fréquence, c'est moins que ça. Ah bah je ne vous dis pas encore. C'est mieux ou c'est pas mieux? C'est mieux. Arrêtez, c'est mieux. 115. Là, on est entre 100 et 120. Quand on dit souvent le massage 100 à 120, c'est hyper rapide, quoi. Eh ben, c'est pas si hyper rapide que ça, c'est nous qui sommes rapides. Mais c'est pas les recommandations. OK? Donc ça, c'est un premier élément qui est systématique. Ça, c'est pour l'instant sans rien, on s'est amusé. OK? Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut jouer? Oh, ouais, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Mettez-vous à l'aise. Ouais, ouais. Ah, mettez-vous là. Venez là, venez là, venez là, juste là. Ah oui, mais alors proche, vous voyez, pas dans la bouche. Parlez bien près du micro. Voilà. Il y a quelques années, les recommandations étaient pour lever en fait le talon de la main pour le temps de compression, le temps de relâchement. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on reste on va y revenir justement. Alors, oui, je vous ai montré un peu la vidéo tout à l'heure. Ce que je vous propose pour les questions, c'est qu'on va rester sur le côté pratique et on prendra 10 minutes à la fin pour toutes les questions. Voilà, et questions et les réponses. Donc vous aurez toutes les réponses un petit peu plus tard. Continuons peut-être sur le chef modérateur. Hein. Moi, j'obéis au chef. Alors, allez-y. Amusez-vous. C'est pas mal. Bah, je sais, pour les autres, ouais, pour les autres, ouais, pour les autres, ouais. Ouais. Mais je suis pas sûr que vous voyez bien. Si vous voulez vous rapprocher aussi, c'est là on a ce qu'elle ne voit pas forcément, la qualité de massage cardiaque externe qu'elle fait. On voit ici, pour ceux qui voient, on voit ici la force qui est en jaune. On a ici la fréquence
On a ici le relâchement et la qualité de massage. Et vous avez... Ah, il dit appuyer plus fort. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, appuyer plus fort, il leur dit. Oui, il n'est pas commode. Ça... J'ai un petit peu de mal avec celui-là. Et là, on est... Arrêtez tout. Arrêtez. Merci beaucoup. Là, on est à une fréquence qui est encore un peu élevée, globalement. D'accord? On est à une force de compression qui n'est pas trop mal, globalement. Là, ça s'arrête. D'accord? Ça s'arrête. La décompression n'est pas super parce que bien souvent, on n'y pense pas. Alors, il y a une méthode pour ça. Je vais vous le montrer. Peut-être donner le micro, comme ça vous pouvez m'interroger pour ça. Ouais, ça va? L'élément essentiel, c'est de maintenir forcément sur le thorax une partie des doigts, généralement les doigts de la main du dessous, encrocher la main du dessus, et on va comprimer et décomprimer en relâchant légèrement le talon de la main. Donc on comprime, on décomprime, on comprime, on décomprime, on comprime, on décomprime. Et vous voyez qu'ici, on a un espace lors de la décompression, il y a, comme sur la vidéo, on a un espace que l'on crée. Il y a une technique, merci beaucoup, il y a une technique qui est intéressante. Qu'est-ce qui fait de la formation? Il y a beaucoup de formateurs, j'imagine. Ok. Dans la formation, il y a un truc qui est très sympa que les Américains font, que j'adore, c'est ce qu'on appelle le slice. Ça vous dit rien le slice, forcément. Alors, si je vous dis par exemple la carte bleue, ça vous dit ça? Ok. Si je vous dis 1 euro, vous faites ouais. Si je vous dis 100 euros, vous faites ah, quand même. Si je vous dis 200 euros, tu peux les gagner en 2 minutes. C'est pas mal ça. On sent que ça se rapproche. Alors, vous imaginez que quand quelqu'un comprime et surtout décomprime, vous prenez une carte bleue et vous lui dites, à chaque fois que tu décomprimes, si j'arrive à glisser la carte dessous, c'est 1 euro. Si ça coince, contrôle reset, tu reviens à 0. Amusez-vous à faire ça. Pour justement faire en sorte que les gens décompriment et décompriment proprement. Relâchez bien le thorax. Ça motive pas mal. Alors bon, je n'ai pas été à plus de 4-5 jusqu'à maintenant, parce qu'on arrive à faire, ouais, je suis à 150 et tout, et puis à la fin, il y a une petite relâche, et ça tombe bien, hop, ça coince, heureusement pour moi. Mais amusez-vous à faire ça, c'est quelque chose qui est très sympa. Mais c'est un élément qui vous permet de dire, surtout, l'élément important, c'est la décompression, c'est quelque chose de fondamental. Ok? Quelqu'un d'autre veut jouer pour essayer de s'amuser à la décompression cette fois? Alors là, sur le sternum, c'est facile. Tout le monde se positionne généralement bien, vous savez, hein, ça c'est un truc classique. Je ne vais pas plus loin, mais bon, se rapprocher bien sûr du patient, mettre éventuellement le bras à la perpendiculaire, être les genoux entourant les bras, faire en sorte que ici, on ait les épaules qui soient vraiment à l'aplomb du sternum. Et on essaye, comme vous le faites très bien, c'est effectivement de décomprimer en relâchant complètement le talon de la main. Et quand on fait ça, vous voyez, là, l'histogramme, pour ceux qui le voient, si vous ne faites pas confiance, eh ben, l'histogramme, il est tout plein. C'est-à-dire que le relâchement, il est vraiment parfait. Vous voyez que bien souvent aussi, mais ça c'est un mannequin, hein, ça dépend des patients, c'est pour ça que si on ne voit pas, eh bien voilà ce qu'on a, par exemple, en termes de profondeur. Pour ceux qui ne voient pas, on est à 7,4, alors qu'on devrait être entre 5 et 6. Quand on ne voit pas, on ne peut pas faire bien tous les éléments correspondant à la qualité de massage cardiaque externe. Il y a toujours un élément qui va déconner. Toujours. OK? Et là, on n'est pas à 2 minutes, et pour l'instant, je ne chronomètre pas les 2 minutes. OK? Comment, vous avez déjà fait ça, la décompression en sliçant avec la carte bleue? Non? Eh bien, essayez de le faire, essayez de le montrer à vos entraînés, et vous allez voir que c'est un truc qui marche très très bien. Merci beaucoup en tout cas.
Alors, il y a un autre élément qui est fondamental, c'est les interruptions. Les interruptions de massage cardiaque externe, on a dit que, et c'est monitoré aussi, on a dit aussi que c'est au moins 60%, si ce n'est 80%. Alors, il y a le défibrillateur, là on n'y peut rien quand on a un DAE, hein, c'est lui qui dit. Hein. Quand on est dans le manuel, c'est à nous de faire, d'accord. L'intubation, c'est plutôt le médecin, en sachant qu'il ne faut pas qu'il mette 3 heures non plus, et que normalement on fait la laryngoscopie. C'est au moment où on fait la laryngoscopie et qu'on ne voit rien parce que ça bouge, on fait arrête 2 secondes, toc, on introduit le tuyau, on gonfle, et puis après, on reprend tout de suite le massage cardiaque externe. Vous savez également que on parlera de la défibrillation, donc je ne déflorerai rien par rapport à ce qui vous sera dit demain. Pour ce qui est de la défibrillation, quand on choque, il faut normalement masser pendant que le défibrillateur charge. On arrête juste au moment où on choque. Et on reprend tout de suite les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Ça devrait être comme ça, normalement. Souvent, on arrête au moment où on charge. Et donc là, il y a un long temps de non-massage cardiaque externe. Et ça, c'est pas bon du tout pour la pression de perfusion coronaire et cérébrale. Alors maintenant, les interruptions. Qui est-ce qui a envie de jouer un peu 2 secondes là? Voilà, est-ce qu'il y en a de ce côté peut-être? Ah bah, je sais pas. Pour changer un petit peu. Masser, ou devant. Juste masser. Personne n'a envie de masser, c'est pas possible ça. Ah voilà. Juste enlever le foulard pour voilà, être bien à l'aise. Allez-y. Massez. Ah, on démarre et on masse. Là, on essaye de faire le mieux possible, hein, on est d'accord. On a une petite mamie fragile, hein, c'est l'équivalent d'une petite mamie fragile. Là, le thorax est plutôt voilà, assez élastique, on va dire. On n'a pas le monitoring. On voit que globalement, on est avec une compression qui est une compression un petit peu trop forte. Voilà, si vous faites un tout petit peu moins, peut-être ça ira mieux, mais vous ne voyez pas le truc, il est derrière vous. Si on regarde la décompression, pour ceux qui sont un peu plus près, on n'est pas au max. Donc, il faut vraiment soulever le talon de la main, laisser vos 4 doigts ici maintenus sur le thorax et soulever à chaque décompression, allez-y, soulevez à chaque décompression légèrement, voilà, le talon de la main. Comprimez bien et voilà. Et l'axe, c'est vraiment ici, hein, ça passe par la hanche et c'est ça qui vous fait remonter, c'est tout le corps. Et là, eh ben vous êtes à fond. Mais si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ok? Alors, ça ne fait pas 2 minutes. Hein. Non, mais c'est juste pour dire, parce que ça ne fait pas 2 minutes, je veux dire. Pourtant, si vous êtes fatigué, il faut arrêter. Mais dans les interruptions, si vous êtes arrêté, vous pouvez faire encore 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Quelqu'un vient en relais. Comment ça se passe, le relais? Généralement, on y va plutôt, on y va, quoi. Alors, on peut y aller un peu, genre, détendu, je vais faire le relais. Ou alors on fait, ouais, on est au taquet. Alors là, on est au taquet. Eh ben, vous faites l'interruption. Attention, on fait 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et puis à 30, toc, on arrête. Super. Alors, super. Sauf que vous avez vu la position qu'elle avait au départ? Alors, bien sûr, là, on est pour rire. C'est vrai. Mais quand on fait de la vraie simulation, on n'est pas forcément pour rire. Et quand on a le sac, le machin, le truc, tout ce qu'il faut autour, etc., les pompiers, le SAMU qui est là, on est beaucoup. Eh bien, si on n'est pas prêt à le faire correctement, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment être positionné. Si on est en face, c'est pas mal. Il faut se positionner vraiment comme il faut et pas être un petit peu sur le côté et se repositionner après correctement. Il faut vraiment être dans la qualité tout de suite maintenant. Si on est sur le côté, c'est pareil. Sur le côté, c'est 28, 29, 30 et je me pousse comme un éclair et l'autre prend le relais. Ça prend 2 secondes, pas plus. C'est fondamental, ça. Ça, c'est des choses à apprendre aux tout petits et à apprendre aux très très grands docteurs. Fondamental, d'accord? Merci beaucoup à vous deux. Alors maintenant, alors eux ont été punis. Eh ouais. Si on fait en sorte que, on va le laisser comme ça finalement, pas mal. On a l'appareil. Est-ce que c'est mieux? Eh ben, action, qu'est-ce qui veut jouer maintenant? Ah ouais, maintenant je vais le faire avec l'appareil quand même, c'est trop bien. Allez-y. Oui, c'est mieux parce qu'ils n'ont pas besoin de voir, ils verront ça là. Alors l'idée c'est, on a le truc là, et on fait, il faut que je sois entre 100 et 120, il faut que je sois entre 5 et 6 cm,
On se met bien, voilà. Les épaules, toujours pareil, hein, à l'aplomb. Et on y va, c'est parti. Donc ça met quelques secondes à se lancer, et là on y est. Il faut que je sois entre 5 et 6, le plus possible. Entre 100 et 120, le plus possible. Attention, je ne décomprime pas bien parce que l'histogramme ne se remplit pas. Donc il faut que, voilà, je décomprime. Et là, mon losange, il doit être tout plein tout le temps. Le plus possible. À 80%. Est-ce que ceux qui sont devant voient une différence? Ah, ah, ah. C'est mieux, non? Ah ouais, c'est mieux. Enfin, heureusement, parce qu'on achète ces trucs-là quand même, hein, ce serait dommage. Mais l'idée quand même, c'est que si ça, on l'a pas là, c'est interdit. C'est interdit. On n'a pas le droit. On n'est pas professionnel, c'est pas grave. On est professionnel, c'est obligatoire. Donc, dans le contexte, un petit peu le souk de l'arrêt cardiaque, bien souvent, hein, c'est un peu, voilà, c'est chaud. Eh bien, on a une personne qui, pendant ces 2 minutes-là, est en train de regarder ses affaires et fait super bien. Et elle sait que de toute façon, à 1,50, on va lui faire, attention, c'est bientôt 2 minutes. Donc, il y aura un relais qui va se faire. Le relais, il est en face. Le relais, il est sur le côté en fonction de la position du patient et l'équipe, etc. Et là, on a une qualité de massage qui est juste génialissime. On est d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Elle a l'air heureuse comme tout. Vous la voyez pas là, mais là, elle fait wouh, super, génial. Hein? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Donc il faut vraiment s'entraîner maintenant avec ce type d'appareil qui sont les accéléromètres. Vous voyez, c'est des DAE, hein, c'est un défibrillateur tout à fait standard, si je puis dire, mais avec cet élément-là, qui est l'accéléromètre qui permet de mesurer donc la différentielle de niveau de pression sternale. Ça, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'on a terminé sur quelques... la partie pratique ou... La partie pratique, c'est bon. C'était vraiment pour vous montrer ça. Pendant que je vais faire un truc, vous pourrez me poser des questions. Vous pouvez me poser des questions à partir de maintenant. Et je vais faire un truc pendant ce temps-là qui va... Alors, les questions, dites-nous tout. On a un micro qui va passer parmi vous. Sinon, vous vous approchez, on vous donne. Voilà, n'hésitez pas. On a encore 10 minutes. Alors, finalement, la première question, vous aviez répondu en montrant en pratique effectivement le relâchement effectivement du talon de la main. Je ne sais pas si vous vouliez revenir là-dessus. Non, je pense qu'on avait vu. Voilà. Non, je pense que vous avez compris, c'est important, et la façon de le faire. Et la deuxième question était sur l'accéléromètre. Est-ce que ça doit devenir obligatoire du coup maintenant dans tous les DSA, formation puis opérationnelle, ou est-ce que c'est encore optionnel Ah, je n'ai pas la notion que ce soit quelque chose d'obligatoire. J'ai en face de moi quelqu'un de la Croix-Rouge hautement placé. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas. Non, non, ce sont des éléments qu'il faut mettre en place maintenant, à mon sens, qui sont les éléments recommandés. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une amélioration significative de la qualité, mais pour l'instant, c'est pas un truc, si tu le fais pas, tu es puni. Non, mais bien, je ne serais puni, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui améliore le pronostic à terme avec les études. Oui. Voilà, donc ça pourrait le devenir plus tard. Bah après, est-ce qu'on est convaincu ou pas qu'il faille acheter ces éléments-là parce que c'est un élément qui permet de monitorer. Il y a quelques années, on était sur les pompes cardiaques, on était sur d'autres systèmes mécaniques. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. Voilà. La pompe cardiaque, ou cardiopompe, c'était quelque chose qui était un élément, un instrument qui pouvait éventuellement permettre d'améliorer la décompression, surtout. Mais c'était un élément correspondant à la recherche. Les recherches, certes, même si je l'ai beaucoup travaillé là-dessus, sont controversées. Et donc, là, on n'est pas dans l'arrêt cardiaque ou la réanimation standard. Là, on est vraiment dans la réanimation standard. On dit simplement, on fait du standard, mais on améliore la qualité de massage cardiaque externe. Hein. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, venez par ici. Ah, j'ai bien compris que c'était un outil de formation, mais est-ce que c'est également un outil d'évaluation sur intervention réelle? Je ne sais pas qui a posé la question. Ah pardon. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui se fait non pas forcément sur de la formation uniquement, mais ça se fait effectivement sur de n'importe quel type de patient. Vous prenez le moniteur et puis voilà. Et vous avez votre feedback sans aucun problème, bien sûr. Donc il faut qu'on modifie tous les moniteurs disponibles actuellement sur les équipes de réanimation. Pour avoir ce genre de choses? Pour avoir ce monitorage. Oui, ce monitorage. Modifier ou acheter, mais ça dépend. Moi, je suis responsable, par exemple, sur mon hôpital, de la formation continue.
Vous savez très bien, pour ceux qui travaillent en intra-hospitalier, que en fonction des étages, en fonction des spécialités, le chir, le médical, de médecine interne, de cardio, etc., bah, ils ont envie d'acheter un truc, ils achètent un truc, et puis, oh, moi, je prendrais bien un écran, et toi, au-dessous, tu prendrais bien quoi, etc. Non, il faut quelque chose qui soit normé, qu'on puisse avoir, je dirais, un parc qui soit homogène, par exemple, dans un hôpital. Bon, eh bien, dans la mesure où on a l'élément qui est formation continue, avec la direction de la formation continue, on choisit le matériel qu'on a envie de choisir. Pour tout le monde. Eh bien, nous, on a ce type de matériel maintenant qu'on met progressivement, bien sûr, en place au niveau du parc intra-hospitalier. D'accord. Vous voyez? Donc, il faut se rapprocher des constructeurs pour savoir s'ils ont des adaptations à faire ou s'il faut racheter du neuf. Alors après, je ne parlerai pas de constructeurs, parce que voilà, je ne suis pas là pour ça, mais je pense qu'en tout cas, c'est un élément qui est un élément important quand on achète, quand on va acheter, renouveler son parc de matériel, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Alors, je ne sais pas si le micro va aller jusqu'ici, on va bien voir. Oui, en fait, moi j'avais une question par rapport aux cardiopompes, parce que justement on l'utilise dans notre département et j'ai entendu plusieurs fois qu'il était controversé. Donc je voulais savoir un petit peu si vous avez des éléments supplémentaires à m'apporter là-dessus en fait. Alors, oui, oui. La compression des compressions actives, dans les dernières recommandations, et les avant-dernières d'ailleurs, dit qu'il n'y a pas d'avantage significatif à utiliser la compression des compressions actives seule. Okay. C'est une alternative possible et d'un niveau d'évidence, comme on dit, qui n'est pas élevé. Okay. Voilà. Ce qui est dit par contre, c'est que quand on associe cette compression, cette cardiopompe à un élément qu'on appelle maintenant la valve d'impédance, c'est-à-dire qu'un élément qu'on met au niveau de la bouche, de la sonde d'intubation ou du masque même maintenant, du patient, et qui permet, lorsque il y a une décompression vraie qui se fait, de faire en sorte qu'il y ait une valve qui se ferme et que la négativation de la pression intrathoracique soit encore plus importante. Quand on associe ça et la compression des compressions actives, c'est quelque chose qui peut être intéressant en alternative du massage cardiaque externe. La compression des compressions actives seule n'est pas dans les éléments recommandés fortement. Et ensuite, il y avait aussi une question par rapport à la non-prise du pouls, donc, qui n'est plus vraiment obligatoire maintenant. Oui. Si par exemple on masse quelqu'un qui n'est pas vraiment en arrêt, est-ce qu'on ne peut pas justement l'entraîner en arrêt cardiaque ou créer des complications qui n'auraient pas dû se produire? C'est-à-dire? Par exemple, une personne qui n'est pas réellement en arrêt cardiaque et qu'on masse dans le doute, en fait, est-ce qu'on ne peut pas justement l'entraîner sur un arrêt cardiaque ou créer des complications qui n'auraient pas dû se produire? Eh bien justement, la réponse est non. C'est la diapositive que je vous montrais sur les premières, je crois. Non, c'est toujours ce qu'on pense. On se dit, bah oui, on va entraîner, je ne sais pas moi, un trouble du rythme majeur, une fibrillation ventriculaire ou je ne sais pas quoi. Eh bien, la réponse est non. Ça ne crée rien de grave. Donc ça veut dire que s'il faut le faire, il faut le faire. En cas de doute. Venez, monsieur. Notre question. On a encore 3-4 minutes pour les questions. Oui. Il y a entre 15 et 20 ans, on nous a obligés à acheter des monitorings. Oui. Ça nous a coûté très cher. Au bout de 3 ans, on nous a interdit de s'en servir, ce qui nous a coûté très cher. Donc, c'était savoir si maintenant ça, si on l'achetait parce qu'on pense que c'est bien, est-ce que ça risque d'être interdit dans la formation dans 1 an ou 2, même si on pense que c'est efficace? Est-ce qu'il faut attendre que dans la formation, ça soit rendu obligatoire et en tout cas conseillé pour l'utiliser? Et puis, petit détail pratique, parce que dans les associations, beaucoup de bénévolat, peu d'argent, combien est-ce que ça coûte? Alors, ça, le prix, il faut aller sur les stands. Ça, c'est pas mon truc. Est-ce qu'il faut l'utiliser? Moi, c'est ce que il n'y a pas de recommandation, si je puis dire. Encore une fois, c'est obligatoire dans la formation. Moi, je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on ne fait pas bien, on le sait qu'on ne fait pas bien. Ça, regarde, voilà, la preuve, vous l'avez là, la preuve. Ça, c'est les différentes personnes qui sont passées. On a là, par exemple, en première position, quelqu'un qui massait très vite. On voit bien qu'on n'est pas dans le bleu.
on voit bien qu'on n'y est pas. Le deuxième qui est passé, relativement plus court en termes de durée, on a une première moitié qui est pas terrible, et puis après, on y arrive quand même, entre le 100 et 120. Le troisième est aussi rapide, le quatrième va beaucoup mieux, le cinquième est pas trop mal, et le dernier est globalement à l'intérieur en plein dedans aussi. Donc, ces éléments-là, et vous avez d'autres éléments qu'on peut récupérer, à savoir combien de temps on s'est interrompu, etc. On l'a, vous voyez, on l'a en ligne tout de suite. Tout de suite. Donc même pour un patient, forcément, on revient à l'intervention, tant qu'on met la clé USB, et puis on regarde les affaires, et puis on peut s'amuser, si je puis dire, à discuter de ça avec la personne en question, ou les personnes en question, l'équipe, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à avoir, mais c'est une opinion personnelle. Hein, je peux pas. Voilà. Je pense que c'est important. Moi, je ne crois pas. Parce que ça, c'est du monitorage. Ce n'est pas une technique particulière. On ne vous dit pas faites de telle ou telle façon. On ne vous dit pas massez de façon différente, massez avec le pied, massez, je ne sais pas. On ne vous dit pas ça. Un petit peu. Ah non, mais le relevé de main, ça c'est quelque chose qui doit se faire. Hein. Ça, c'est pas. Je parle du monitorage. Le monitorage. Le monitorage, c'est quelque chose qui, même s'il n'est pas obligatoire, à partir du moment où on voit que c'est vieux, quelle personne au monde pourrait vous dire, vous avez monitoré un patient avec votre appareil, là, il n'a rien fait de mal, il n'a pas brûlé le patient, il n'a rien fait. Il vous dit simplement, là tu fais bien, là tu fais pas bien. Quelle est la personne qui va vous dire, enlève-moi ça? Je ne vois pas. Très honnêtement, je ne vois pas. Pascal, tu as peut-être des réflexions par rapport à ça au niveau de la Croix-Rouge nationale, c'est important quand même que tu donnes à ton avis. Oui, en fait, à votre question, il y a trois choses dans ce que vient de présenter Patrick de manière excellente, comme d'habitude. C'est que, premièrement, on est certain qu'en milieu intra-hospitalier, on doit se doter de ce type d'appareil. Donc aujourd'hui, après, ça appartient évidemment aux instances de l'hôpital de dire dans quel délai, pour des raisons financières, pour des raisons humaines, de formation, parce que ça prend du temps, simplement un peu de temps. Et donc en intra-hospitalier, ces appareils sont hautement recommandés. Deuxièmement, par rapport aux équipiers secouristes, c'est-à-dire que les gens qui sont en France, là on est en train d'adapter des recommandations internationales ou nationales. Au niveau des équipiers, il n'y a pas, et il n'y aura pas pour l'instant, de recommandations en la matière, c'est-à-dire d'obligation. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, non pas ces appareils de monitorage, mais des appareils beaucoup plus simples que vous pouvez retrouver auprès des fabricants, un certain nombre en ont, vous amèneront dans une amélioration absolument considérable de la qualité. Ce sont des appareils qui parfois parlent tout seuls, qui font clic-clic, qui font... Peu importe, vous allez aller voir, autour dans ce salon, vous avez de nombreux fabricants, et de toute façon, quel que soit l'appareil que vous utilisez, il améliore votre technique. Donc probablement que si on parle à 5 ans, si on parle à 10 ans, il y aura très probablement une recommandation forte pour les équipes d'être dotées au moins d'un appareil qui va améliorer les choses, mais pas forcément un grand moniteur qui peut coûter beaucoup d'argent. Reste le grand public. Ce dont Patrick vient de parler, c'est en particulier parfois des petites applications qui permettent, pourquoi pas, à vous, secouristes ou au grand public, de s'améliorer. Ça, ces applications, elles existent, mais par contre, elles n'ont pas été testées en vie réelle. Donc ceux qui les font ne vous disent pas utilisez-le dans la vraie vie, parce qu'ils n'en ont pas l'autorisation, tout simplement parce que les smartphones ne sont pas agréés comme matériel médical. Donc l'accéléromètre de l'iPhone, pour ne pas le citer, n'est pas à l'heure actuelle n'est pas reconnu comme un monitorage, je dirais, ad hoc par la FDA, c'est-à-dire l'autorité américaine qui permet de donner un stamp et donc de vous dire il faut l'utiliser. Par contre, après tout, si vous l'utilisez, personne ne vous dira pas. De toute façon, vous n'avez pas d'obligation de résultat en France. C'est une obligation de moyens. Déjà, si vous donnez l'alerte,
vous êtes couvert, il n'y a pas besoin de loi de bon samaritain en France. Par contre, si vous le faites et si vous essayez de le faire mieux, on ne peut jamais vous dire c'est pas bien. Donc ça, il n'y a aucun risque sur un plan légal. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence, du coup. Merci à tous d'avoir été là. Merci au docteur Plaisance de nous avoir fait cette conférence.